Donc bienvenue effectivement pour cette rencontre sur les rendez-vous de la santé, sur un sujet passionnant, majeur, qui personnellement m'anime beaucoup depuis de nombreuses années, ces questions de dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, c'est un vrai sujet assez méconnu, malheureusement, assez méconnu, y compris par l'éducation nationale, malheureusement aussi, et qui pose de grands soucis pour les parents, pour les enfants, et sur lesquels on a vraiment besoin de faire avancer les choses. On a plusieurs enjeux majeurs qui sont les suivants. C'est d'abord arriver à détecter le plus précocement possible pour des enfants, donc dès l'âge en élémentaire, voire même en maternelle, mais déjà en élémentaire, de pouvoir tout de suite dépister en quelque sorte les problématiques de 10, parce que si on pose le diagnostic le plus tôt possible, on arrivera à mettre en avant un certain nombre de moyens indispensables. Et puis, il faut mesurer les difficultés de ces enfants et des familles, parce que c'est beaucoup plus de difficultés dans les apprentissages, c'est la nécessité pour ces enfants de travailler le soir de façon plus approfondie, plus longue, pour pouvoir effectivement réussir dans leurs apprentissages. C'est une implication familiale, parentale encore plus importante lorsqu'il y a des enfants 10 que pour les autres enfants. Donc c'est un enjeu majeur sur le plan éducatif pour permettre à ces enfants de s'en sortir et pour aussi venir en appui, en soutien aux familles, aux parents. C'est absolument indispensable. Moi, j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à jouer les bons offices et le médiateur vis-à-vis de l'éducation nationale. Permettre par exemple à des enfants de bénéficier d'un ordinateur pour pouvoir effectivement lutter contre des problématiques de dyspraxie. Je prends cet exemple-là. Permettre qu'ils puissent avoir plus de temps lorsqu'il y a notamment des compositions ou en tout cas des devoirs sur table pour qu'on puisse vraiment prendre en compte ces éléments. C'est un handicap, mais cet handicap, on peut en faire une force. Ces enfants, en général, quand ils réussissent à dépasser en quelque sorte ces difficultés, eh bien, ils réussissent presque mieux ensuite dans la vie. Donc il faut avoir la conscience des difficultés, savoir détecter précocement, former aussi les enseignants pour qu'ils eux-mêmes puissent déjà avoir cette capacité pour dépister, mettre les moyens. Voilà, on a rencontré il y a des enseignants, il y a des professeurs qui sont en adhésion, en acceptation rapide. D'autres qui font un peu plus de résistance. Je pense qu'il y a aussi donc un vrai besoin de pédagogie, y compris auprès des enseignants, auprès de l'éducation nationale, pour que tout le monde se mette en route pour aider nos enfants qui sont atteints de ces 10 et les étés dans la vie. Voilà, c'est l'enjeu, c'est tout l'enjeu de ces rendez-vous de la santé, de cette table ronde, et je laisse place maintenant à nos sachants pour qu'ils puissent vous apporter évidemment toutes leurs connaissances sur ce sujet. Merci. Bonjour. On va parler aujourd'hui des troubles spécifiques des apprentissages, appelés encore troubles 10. Le centre de référence troubles du langage et des apprentissages au centre hospitalier d'Orléans est constitué d'une équipe multidisciplinaire, donc pédiatre le docteur Naïdenova, moi-même, cadre référent Madame Derry-Mobarek, neuropsychologue Madame Bourdon, orthophoniste Madame Pétillon, ergothérapeute Madame Bosque et secrétaire médicale Madame Albertoni. Vous allez avoir le plaisir de les voir au cours de notre présentation. Les troubles spécifiques des apprentissages, appelés encore difficultés des apprentissages, et d'utilisation des habiletés académiques comme lecture, écriture, calcul, sport, etc. Ces difficultés persistent depuis au moins 6 mois malgré des interventions spécifiques et adaptées. Les habiletés arithmétiques s'entendent en fonction de l'âge chronologique de l'enfant et sont affectées de façon quantitative et significative, c'est-à-dire nécessité d'utiliser des tests normés pour évaluer les difficultés. Les difficultés affectent également la performance scolaire et occupationnelle ou les activités de la vie courante. Les difficultés débutent, et ça c'est important de le signaler, dès les premières années scolaires, mais elles peuvent être mieux observées lorsque les exigences dépassent les capacités des individus. Elles ne peuvent pas être expliquées par une déficience intellectuelle, des difficultés visuelles ou auditives, c'est-à-dire les troubles neurovisuels,
ou troubles neurologiques ou psychologiques de l'environnement psychosocial. Il faut donc que la gêne soit réelle, quantifiable, durable dans le temps et qu'elle ne soit pas explicable. Les troubles spécifiques des apprentissages constituent un réel handicap et peuvent être reconnus par la Maison départementale de l'autonomie en lien avec un dysfonctionnement congénital de certaines régions cérébrales. En résumé, on peut distinguer le retard simple des apprentissages d'un trouble spécifique 10 par l'évolution dans le temps. Le retard est rattrapé quand il y a une prise en charge adaptée et il est également en lien avec un environnement peu favorable, un trouble psychologique lié à un deuil, une séparation parentale ou l'harcèlement scolaire. Contrairement au retard, le trouble spécifique 10 est présenté par un retard qui n'est pas rattrapé malgré une prise en charge adaptée. Il ne dépend pas de l'environnement, le trouble est précoce et durable et il est caractérisé par des symptômes spécifiques. Voici les différents troubles spécifiques des apprentissages. Le trouble du langage oral, dysphasie. Le déficit en lecture et l'expression écrite, dyslexie, dysorthographie. Le trouble développemental de la coordination, dyspraxie. Le déficit en calcul, dyscalculie. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et une parenthèse pour le haut potentiel intellectuel. Alors, nous vous présentons le trouble de développement du langage oral. En définition, c'est un trouble primaire, donc le trouble primaire du langage qui entraîne des limitations importantes et persistantes, autant sur le plan de l'expression orale. Alors, quand on dit expression, c'est la prononciation, c'est la construction des phrases, c'est tout ce qui peut être production. Ou donc en ce qui concerne aussi la compréhension, donc c'est l'autre versant du langage, la compréhension du langage. La production et la compréhension sont susceptibles de se développer de manière incomplète ou erronée chez le jeune enfant quand on est en trouble 10. Plusieurs formes de troubles sont rencontrées selon les difficultés qui touchent davantage le versant expressif ou davantage le versant réceptif, ou les deux, c'est ce qu'on appelle, je dirais, atteinte composée des deux versants. Les signes d'appel que l'on peut répertorier dans ce retard de développement, c'est un langage d'abord qui apparaît tard, c'est un langage qui n'est pas compréhensible à l'entrée de la maternelle et qui peut alerter et la famille et les enseignants. C'est un enfant aussi qui semble ne pas nous entendre, c'est un enfant qui fait des confusions de sons. On ne le comprend pas, ça on le rappelle, c'est un enfant qui cherche le regard pour une expression quelconque ou qui fait des gestes. Il y a aussi ce côté d'agressivité, de colère qui peut se manifester. Et puis des enfants aussi qui comptent énormément sur la fratrie, qui adoptent un petit peu ce qu'on appelle un langage, je dirais, entre frères et sœurs et que les autres ne peuvent pas comprendre. Donc voici pour la partie du langage oral. Je continue avec le trouble déficit de lecture et déficit de l'expression écrite, donc la dyslexie, dysorthographie. Donc ce trouble s'inscrit dans la dynamique de l'apprentissage au cours préparatoire de la langue écrite, donc l'expression écrite. Il se manifeste par une mauvaise association entre les graphèmes. Les graphèmes, ce sont les lettres, et les sons, les phonèmes. C'est-à-dire que dans la définition de l'association pour une syllabe, c'est voilà, graphème avec donc une consonne, une voyelle et on a une syllabe. On a aussi également une autre partie qui consiste à la lecture rapide qui consiste à pouvoir lire les mots rapidement, globalement, et cette partie-là peut être atteinte aussi dans la dyslexie. Au niveau de l'orthographe, il y a très souvent association d'un trouble orthographique.
avec atteinte de la ponctuation, atteinte de la construction grammaire. Voilà, et c'est un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de l'expression écrite. Les signes d'appel pour les enseignants, la confusion, les inversions, les sons, les lettres. L'enfant lit un mot à la place d'un autre. La lecture est très ralentie. Il y a une difficulté également de compréhension de ce qui est lu. Il y a de nombreuses fautes d'orthographe. L'enfant peut écrire complètement phonétiquement, par exemple. Il y a une lenteur d'écriture et puis aussi, n'oublions pas la fatigabilité qui peut être sous-jacente mais qui est présente. Dans le développement, évidemment, il faut considérer que toute erreur de lecture est normale. Elles deviennent caractéristiques d'une dyslexie quand elles sont présentes, on le rappelle, et qu'elles sont durables et qu'elles sont en nombre important, en comparaison bien sûr aussi aux enfants du même niveau scolaire. Le trouble développemental de la coordination est défini par l'acquisition et l'exécution de bonnes compétences de coordination motrice nettement inférieures au niveau escompté pour l'âge chronologique. Il est également appelé dyspraxie de l'enfance, trouble développemental spécifique du fonctionnement moteur ou syndrome de l'enfant maladroit. Il ne peut pas être diagnostiqué avant l'âge de 5 ans. Donc les signes d'appel sont un retard dans l'acquisition des étapes motrices comme s'asseoir, ramper ou marcher. L'enfant se présente maladroitement avec des objets qui lui échappent ou il se cogne fréquemment à son environnement. Il présente aussi des difficultés dans la manipulation d'outils manifestées par une certaine lenteur malgré un apprentissage, comme attraper des objets, assembler des puzzles, manipuler les couverts lors du repas, s'habiller, utiliser la fermeture éclair, boutonner une boutonnière, faire du vélo, écrire, ou bien manipuler les outils scolaires tels que le ciseau, l'équerre ou la règle. Le trouble spécifique des apprentissages avec difficultés en calcul représente un ensemble de problèmes caractérisés par les difficultés à traiter les données numériques, à apprendre des faits arithmétiques et à réaliser des calculs exacts et fluides. Quels sont les signes d'appel? Les difficultés concernent l'écriture et la lecture des nombres, la numération avec la reconnaissance des unités, des dizaines, des centaines, la comptine numérique, la capacité de compter des objets ou de reconnaître les quantités, résoudre des opérations, retenir les tables de multiplication ou d'addition, résoudre des problèmes, ce qui inclut également un raisonnement logique bien mis en place. Les mesures avec les distances au niveau de l'espace, le repérage dans les heures, les dates, etc. concernant le temps et l'utilisation de l'argent, de la monnaie. Ce trouble spécifique avec déficit en calcul est rarement isolé. Il est associé le plus souvent avec un trouble du langage écrit, donc la dyslexie, un trouble du langage oral, le TDAH et des capacités faibles en mémoire de travail. Je vais maintenant vous parler donc du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'est un trouble qui se définit par la persistance de plusieurs signes d'inattention et ou d'hyperactivité avec le temps. Donc plusieurs signes d'inattention et ou d'hyperactivité doivent être observés et doivent durer depuis 6 mois et ne correspondent pas à l'âge réel de votre enfant. Donc pour poser le diagnostic de TDAH, il faut que plusieurs critères soient réunis. Donc les symptômes doivent être apparus avant l'âge de 12 ans et doivent être retrouvés dans plusieurs situations. Donc l'enfant doit se comporter de la même manière, qu'il soit à la maison, à l'école, mais également au sein des activités extrascolaires, etc. Bien évidemment, les symptômes doivent interférer avec la qualité du fonctionnement social, scolaire ou professionnel. Il doit y avoir un retentissement sur les capacités d'apprentissage scolaire.
Donc, il faut savoir que on exclut également, pour parler d'un TDAH, la présence d'un trouble mental. Donc, par exemple, un trouble thymique, un trouble anxieux, mais également un trouble de la personnalité ou une schizophrénie, par exemple. Donc, comment reconnaître un enfant qui souffre d'un TDAH? Donc, il faut faire attention à plusieurs choses. Donc, concernant l'inattention, ça va être des enfants qui vont être souvent décrits comme rêveurs, comme absents par exemple à l'école. Ils vont ne pas prêter attention aux détails, ils vont faire de nombreuses erreurs d'étourderie et ils vont avoir tendance à être distraits par tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, par exemple, si quelqu'un passe, ils vont détourner la tête. S'il y a du bruit, ils ne vont pas arriver à rester concentrés malgré ce bruit-là. Ce sont également des enfants qui sont souvent ralentis, donc ils vont progresser dans les apprentissages scolaires, mais avec un retard par rapport aux autres enfants, et donc ça peut également être un signe de trouble de l'attention avec hyperactivité. Concernant les signes d'hyperactivité et d'impulsivité, donc ce sont des enfants qui sont souvent décrits comme infatigables, comme inépuisables. Ils vont toujours remuer. Donc ils vont bouger leurs mains, jouer avec le matériel qui est présent sur le bureau. Ils vont toujours se lever de leur chaise. Donc par exemple, lors du repas, ils vont être incapables de rester assis tranquillement. Ils vont être maladroits. Ils vont également avoir tendance à se précipiter. Par exemple, vous n'avez même pas lu la consigne de l'exercice, ils vont commencer l'exercice sans avoir attendu la fin de la consigne. Et ce sont des enfants également qui vont avoir tendance à être impatients et à interrompre les conversations. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 différents troubles. Donc, le trouble à conditions mixtes. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des enfants pour lesquels on va retrouver des signes d'inattention, mais également des signes d'hyperactivité avec une importante agitation motrice. On a le trouble à prédominance inattention. Donc, ce sont des enfants qui vont avoir des difficultés à rester concentrés, mais ils vont être calmes. Ils ne vont pas bouger, on ne va pas avoir d'agitation motrice. Ils vont simplement avoir des difficultés à rester concentrés, ils vont être très vite distraits et on peut également retrouver ce ralentissement. Et on a également la 3e condition, donc la condition à hyperactivité dominante. Donc ce sont des enfants qui vont toujours avoir tendance à bouger, qui vont donc toujours remuer. Mais par contre, ils vont réussir à rester concentrés, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à faire l'exercice entièrement, mais par contre, ils vont faire l'exercice en étant debout, ou en jouant avec le matériel, ou en jouant avec les stylos, ou par exemple, ils vont faire leurs devoirs et apprendre leur poésie tout en tournant autour de la table. Donc c'est ça qui peut également nous alerter sur le TDAH. Donc attention, un petit rappel, il s'agit bien d'un trouble neurocomportemental, mais pas d'un problème éducationnel. C'est-à-dire que l'enfant a des règles, il connaît les règles, mais il n'arrive pas à les respecter. C'est plus fort que lui. Il est important de savoir que le TDAH est le seul trouble spécifique des apprentissages pour lequel on peut proposer un traitement médicamenteux. Actuellement en France, la molécule utilisée c'est méthylphénidate dans toutes ses formes, Coasim, Ritaline, Concerta, Medikinet. C'est un psychostimulant qui a des effets bénéfiques extrêmement importants et peu d'effets indésirables. Les enfants sont transformés et se sentent bien avec le traitement. La particularité, c'est que c'est une prescription initiale hospitalière qui doit être renouvelée tous les ans. Après, la prescription mensuelle est réalisée par le médecin traitant selon l'ordonnance annuelle. Il est absolument nécessaire de represcrire ce traitement, toujours en consultation médicale, et de vérifier la tolérance, la bonne tolérance et l'efficacité du traitement régulièrement. Donc moi je vais maintenant vous parler du haut potentiel intellectuel. Donc même s'il ne s'agit pas d'un trouble spécifique des apprentissages, on a toutefois décidé d'en parler aujourd'hui puisqu'il est souvent associé à un trouble spécifique.
Donc comment se définit le haut potentiel intellectuel? Donc il s'agit d'une avance intellectuelle avec un quotient intellectuel qui est supérieur ou égal à 130, d'où la nécessité de faire un test psychométrique auprès d'un psychologue ou d'un professionnel formé. Donc il faut savoir que le haut potentiel intellectuel, il représente 2 à 5% des enfants. Pour un tiers de ces enfants, il n'y aura pas de difficulté, donc peut-être qu'ils ne seront jamais diagnostiqués. Par contre, pour les 2 tiers restants, ils pourront rencontrer des difficultés scolaires, mais également des difficultés psycho-affectives, avec des conséquences néfastes au cours du développement personnel et concernant l'avenir socio-professionnel. Donc on ne parle pas de syndrome, mais de profil cognitif particulier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir un haut potentiel intellectuel avec un trouble spécifique des apprentissages. Donc il nous arrive régulièrement de rencontrer des enfants qui ont un haut potentiel, mais qui ont également un trouble du langage écrit, donc une dyslexie et une dysorthographie. Mais ils peuvent également avoir un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On retrouve également souvent chez les hauts potentiels intellectuels un trouble graphique, donc nécessitant de faire un bilan graphique auprès d'un professionnel formé. Donc comment reconnaître un enfant au potentiel intellectuel, ou en tout cas qu'est-ce qui peut nous alerter? Donc ce sont des enfants qui vont être très vigilants dès la naissance, qui vont être très alertes. Ils vont être également à la recherche constante de dialogue avec leur entourage. La position assise va être apprise assez tôt. On va également retrouver une précocité par rapport à l'apprentissage des premiers mots. Ce sont souvent des enfants qui arrivent à l'entrée en maternelle et qui parlent parfaitement. On peut également avoir des particularités au niveau émotionnel et au niveau social. Ce sont souvent des enfants qui vont avoir une grande empathie, qui vont avoir une extrême sensibilité. Donc ça peut nous mettre sur la piste. Ils peuvent également présenter des comportements d'opposition, avoir des difficultés d'intégration sociale, puisque ce sont des enfants qui vont avoir des centres d'intérêt particuliers. Donc en effet, pour s'insérer socialement, ça peut être un petit peu difficile à l'école par exemple. Ce sont également des enfants qui peuvent être anxieux, ils vont avoir très peur de l'échec, ils vont être très exigeants envers leurs capacités par exemple. Un petit rappel pour l'utilisation des écrans. C'est extrêmement important de veiller à ce que les enfants ne soient pas et n'utilisent pas les écrans. C'est très néfaste pour le cerveau. L'utilisation des écrans de manière exagérée peut provoquer des difficultés qui s'apparentent aux troubles spécifiques des apprentissages et qui disparaissent à l'arrêt ou la diminution importante de l'utilisation des écrans. De manière schématique, si on peut présenter les choses, 0 écran avant l'âge de 3 ans. Par la suite, en fonction de l'âge, entre 20 minutes et 1 heure par jour, et cela, tout écran confondu, c'est-à-dire téléphone, tablette, télévision, les écrans jeux vidéo, l'utilisation de l'ordinateur et donc sous contrôle parental absolument indispensable. Au vu de la présentation des différents troubles 10 qu'on vous a présentés, vous pouvez comprendre la complexité pour ces familles et les enfants d'être accompagnés, orientés dans un parcours de soins adapté à leurs besoins. Aussi, en général, le repérage est réalisé par l'enseignement et par la famille qui vont, au vu de l'observation de différentes problématiques ou repérage d'alerte, vont s'orienter vers les professionnels de niveau 1, que sont les pédiatres, les médecins traitants, les médecins scolaires, mais également les professionnels libéraux. Cette structure de niveau 1 va pouvoir, dans un second temps, orienter l'enfant vers des structures adaptées pour accompagner l'enfant, poser les diagnostics et mettre en place un parcours de soins adapté à sa situation. Si l'enfant a moins de 7 ans, il existe depuis janvier 2021 une structure qui s'appelle la PCO, la plateforme d'orientation et de coordination, 45. Donc la PCO 45, pour avoir les différentes coordonnées de cette structure, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez seulement PCO 45 et vous aurez la plaquette que vous pourrez télécharger.
À l'aide de cette plaquette, vous pourrez demander les informations auprès de cette PCO et aller voir le médecin traitant qui pourra remplir un document de signe d'alerte qui existe et réalisé par le ministère. Ce document sera rempli et permettra d'avoir tous les éléments d'inquiétude auprès de l'enfant qui seront orientés vers la PCO avec un courrier médical, mais également avec des informations que les parents pourront donner sur comment se passe la vie à l'école, se passe la vie à la maison. À partir du moment où le dossier sera reçu à la plateforme de coordination et d'orientation, la PCO 45, cet enfant, en fonction des troubles qu'il présentera, sera orienté soit vers des libéraux, professionnels libéraux pour avoir différents bilans, parce que ce sera une prise en charge précoce pour pouvoir réaliser les bilans, et sera orienté vers une structure de niveau 2, telles que les CMP, les CMPP ou bien les CAMS et les CESAD. Ces structures de niveau 2 pourront valoriser le diagnostic et mettre en avant les soins et pourront accompagner l'enfant sur la suite de son parcours de soins. Prise en charge psychomotricité, psychologue, orthophoniste, ergothérapeute. À partir du moment où la structure de niveau 2 ne peut pas répondre et apporter un diagnostic fiable, ils auront à ce moment-là besoin d'une structure de niveau 3 et donc le CRTLA 1045 qui demandera et coordonnera avec tous les partenaires qui auraient au début, c'est-à-dire la PCO et le niveau 2, les différents bilans réalisés et avec les professionnels du CRTLA 1045, un diagnostic pourra être posé. Concernant les enfants qui ont dépassé l'âge de 7 ans, alors la PCO ne relève plus de leur prise en charge. Et de ce fait, ce seront les professionnels de niveau 1, c'est-à-dire les médecins, les pédiatres et les médecins scolaires, qui pourront orienter les enfants directement vers les structures de niveau 2. Et ensuite, en cas de difficulté, les structures de niveau 2 pourront se tourner vers le CRTLA 1045 afin de les accompagner dans la pose du diagnostic. Donc, je suis la secrétaire du CRTLA Réseau 1045. C'est donc moi que vous aurez en ligne lors de la constitution du dossier de votre enfant. Vous pouvez me joindre au 02 38 74 44 89 les mercredis et jeudis matins de 9h à 12h, hors période de vacances scolaires. Lors de cette première prise de contact téléphonique, je pourrai vous aiguiller sur les bilans à réaliser en fonction des troubles de l'apprentissage de votre enfant. Et une fois que vous avez finalisé votre dossier, vous pouvez nous le faire parvenir par courrier au CRTLA 1045 au CHR d'Orléans. Une fois le dossier complet reçu au centre de référence, le dossier est étudié en synthèse pluridisciplinaire. Si le diagnostic est clair et facile à poser avec les éléments en notre possession, un certificat médical est rédigé et envoyé à la famille afin de pouvoir commencer les démarches pour mettre en place des aménagements et des aides adaptées. Si il nous semble pertinent de compléter les bilans et les investigations, il peut y avoir des éléments supplémentaires avec des bilans réalisés au centre de référence pour compléter le diagnostic. Et par la suite, donc une consultation médicale est proposée pour s'assurer et guider les aménagements scolaires, l'orientation scolaire et la rééducation à mettre en place. En vous remerciant de votre attention.